La journée a commencé sur une note frénétique, car ni ma femme ni moi n'avons été réveillés par le réveil en raison d'une panne d'électricité survenue pendant la nuit. Ma femme a fait une course contre la montre pour arriver à l'heure au travail, plus que moi, compte tenu de l'heure tardive à laquelle je commence, 9 heures, et des 15 minutes de trajet qui me séparent de mon lieu de travail. Son rituel matinal de consultation des courriels ayant été perturbé par la précipitation, elle a oublié d'éteindre son ordinateur. Alors que je m'apprêtais à l'éteindre, l'objet d'un courriel reçu quelques jours auparavant a attiré mon attention. Aloha pour un bon moment. Mon cœur a sombré lorsque j'ai consulté son contenu, découvrant le projet de ma femme de s'envoler pour Hawaï avec un autre homme pendant que je m'embarquais pour un voyage d'affaires de 2 semaines. J'ai eu l'impression de recevoir un coup brutal au cœur. Permettez-moi de vous présenter le contexte. Molly, ma femme et moi avons été présentés par des amis communs il y a plus de 12 ans qui ont senti une compatibilité entre nous. Il se trouve que nous partageons la même passion pour la remise en forme et un mode de vie soucieux de notre santé. Molly était très impliquée dans l'enseignement du yoga et l'entraînement personnel, tandis que je poursuivais une carrière dans le marketing pour une entreprise de taille moyenne, nourrissant des aspirations à l'expansion. Chaque fois que possible, je me plongeais dans des activités de plein air, qu'il s'agisse de randonnée, de VTT, de course à pied ou de toute autre activité en plein air. Nous partageons de nombreux intérêts communs et formions un couple très attachant. Molly, qui mesure 1 diamètre 4 mat, avec des mèches brunes en cascade, des yeux bruns et un physique époustouflant, complétait parfaitement ma carrure de 1 diamètre 4 mat, mes cheveux blonds, mes yeux bleus et ma carrure d'athlète. Le coup de foudre a-t-il eu lieu? Non, mais notre lien est passé de l'amitié à la romance au fil du temps. Il nous a fallu quelques années avant de nous marier, et pendant les 8 dernières années, j'ai cru que nous étions vraiment heureux. Du moins, j'étais convaincu de mon bonheur, jusqu'à ce que je tombe sur cet email, réalisant que notre mariage était au bord du gouffre. Il est apparu que ce type, Martin et Molly, avaient manigancé cette escapade romantique depuis un certain temps. Elle était parfaitement au courant de mon prochain voyage d'affaires, une opportunité cruciale pour moi et pour l'entreprise. Je devais partir pendant 2 semaines avec un groupe sélectionné dans le but d'obtenir plusieurs comptes importants. Une réussite pouvait être synonyme de promotion et d'augmentation substantielle du salaire. Cependant, à mesure que j'absorbais le contenu de ce courriel accablant, ses aspirations professionnelles pâlissaient en comparaison. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai fouillé dans la boîte de réception de Molly à la recherche d'indices sur Martin. Elle avait stocké toute leur correspondance dans un dossier intitulé « Voyage ». Molly n'était pas particulièrement douée pour la technologie, mais mon interaction quotidienne avec les ordinateurs m'a donné un avantage en termes de navigation. Il est rapidement apparu qu'elle était liée à cet individu depuis 6 mois. Mais pourquoi ? Je me suis creusé la tête, incapable de déceler le moindre signe flagrant de mécontentement dans notre mariage. Notre vie commune semblait idyllique, caractérisée par un plaisir mutuel de la compagnie de l'autre. Qu'est-ce qui avait pu la pousser dans les bras et le lit d'un autre homme ? Mon esprit s'est emballé alors que je me préparais à partir au travail, mais avant de partir, j'ai pris soin de copier tous les courriels sauvegardés sur une clé USB. J'avais besoin de temps pour digérer le contenu et rassembler plus d'informations sur Martin. Peut-être même pour découvrir les motivations derrière les actions de Molly. Après avoir éteint l'ordinateur de Molly, je me suis dépêché d'aller travailler, absorbé par ses pensées et celles de ce mystérieux Martin. D'abord, sous le choc de la découverte, la colère a commencé à mijoter en moi, allumant un désir de vengeance d'une ampleur sans précédent. Je n'ai jamais été un adepte de la violence ou de la vendetta, mais cette trahison me touchait plus profondément que je ne pouvais le supporter. Bien qu'une partie de moi ait voulu remonter aux origines de cette affaire, j'ai finalement écarté cette idée. Au lieu de cela, j'ai décidé d'en savoir plus sur Martin et d'élaborer un plan pour briser leur monde par une humiliation publique. J'avais 6 semaines pour orchestrer quelque chose d'inoubliable. En arrivant au travail, je me suis enfermé dans mon bureau
et j'ai laissé mon esprit s'agiter. Il me fallait non seulement des informations sur Martin, mais aussi les moindres détails de leur voyage. Peu à peu, une idée audacieuse a commencé à prendre forme. Un plan pour saboter leur voyage avant même qu'ils ne commencent, exposant leur liaison d'une manière telle que Molly ne pourrait pas la nier. C'était risqué, mais l'idée qu'elle doive faire face aux conséquences de ses actes m'a stimulé. Au fil de la journée, j'ai réussi à faire un peu de travail au milieu de ma contemplation incessante du plan qui se préparait dans mon esprit. Au moment de partir, je suis resté dans mon bureau pendant plus d'1 heure, décrivant méticuleusement les étapes nécessaires et les risques potentiels. Je savais que si les choses tournaient mal ou si mon implication était révélée, je risquais la prison. Pourtant, j'étais prêt à assumer ce risque dans l'intérêt de la justice. Pour recueillir davantage d'informations sur Martin, il était impératif d'accéder au courrier électronique et à l'ordinateur de Molly. J'ai d'abord envisagé de télécharger un logiciel pour déchiffrer ses mots de passe, mais j'ai rapidement abandonné l'idée. Laisser des traces numériques était trop risqué. En cas d'enquête, je ne pouvais pas me permettre que mon implication soit découverte. J'ai donc décidé d'acquérir les informations d'une manière qui ne permettrait pas de remonter jusqu'à moi. Au cours des jours suivants, j'ai pris des mesures de précaution. J'ai acheté des téléphones portables jetables dans divers magasins situés à des kilomètres de la ville, en payant en liquide. En outre, j'ai investi dans un petit ordinateur portable que j'ai utilisé anonymement dans des endroits dotés d'une connexion Wi-Fi gratuite, afin de m'assurer que mes activités ne soient pas liées à mon travail et à mon domicile. De même, je me suis procuré des caméras vidéo sans fil et des mouchards à placer discrètement dans la maison, dans l'espoir de capturer toute conversation incriminante entre Molly et son amant. L'idée qu'il se livre à des activités extra-conjugales me glaçait le sang, mais c'était un risque nécessaire pour recueillir des informations vitales pour la mise en œuvre de mon plan. Au fil du temps, j'ai fait un effort conscient pour maintenir une apparence de normalité autour de ma femme, en m'assurant qu'elle n'était pas au courant de mes soupçons concernant sa liaison. C'était un défi, mais peu à peu, c'est devenu une seconde nature de lui sourire affectueusement, tout en bouillonnant de ressentiment à l'idée qu'elle soit avec un autre homme. Peut-être suis-je passé à côté de ma véritable vocation d'acteur. Pendant cette période, j'ai pris des précautions pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. En utilisant l'un des téléphones jetables que j'avais acquis, j'ai contacté de vieux amis. Mon premier appel a été pour Will, un copain d'université avec qui je n'avais pas parlé depuis plus de 14 ans. Will était l'âme de la fête à l'époque où nous étions à l'université, toujours celui qui mettait de l'ambiance dans n'importe quelle réunion. Will, c'est Thomas. Comment ça va, mec? Au début, Will a eu du mal à me situer, mais après quelques souvenirs de nos escapades à l'université, il s'est rendu compte de ce qu'il faisait. « Hé Thomas! Oui, c'était le bon temps, mon ami. Alors, que se passe-t-il dans ton monde ?» Après lui avoir donné un bref aperçu de ma vie après l'université, j'ai abordé prudemment la raison de mon appel, préférant en discuter en personne. « Écoutez, j'ai besoin d'aide et j'espérais que nous pourrions nous rencontrer autour d'un déjeuner pour en parler. Qu'en dites-vous » Il y a eu un moment d'hésitation avant que Will ne réponde. « Oui, bien sûr. N'importe quoi pour un vieux copain de fac. » Nous avons convenu de nous rencontrer dans un endroit éloigné de mon lieu de travail, mais commodément proche du sien dans quelques jours. Je comptais beaucoup sur son aide, conscient que le temps passait et que je n'avais pas d'autres options viables. Entre-temps, j'ai stratégiquement placé des caméras et des mouchards dans notre chambre à coucher et notre salon, prévoyant que ces endroits seraient des lieux privilégiés pour leurs conversations et leurs activités. Pendant la première semaine de surveillance, il n'y a rien eu de particulier, ce qui m'a amené à supposer qu'elle avait rendez-vous avec Martin ailleurs, jugeant qu'il était trop risqué de rentrer à la maison. Cependant, la semaine suivante a révélé une scène effrayante. Ma femme et Martin se sont livrés l'un à l'autre pendant plus de 2 heures dans notre propre maison. Cela m'a rendu malade, mais j'ai persévéré, dans l'espoir de glaner des informations utiles qu'ils pourraient involontairement révéler.
Mais leur conversation n'a rien donné de substantiel. En vérifiant les caméras la semaine suivante, j'ai découvert qu'ils étaient revenus une fois de plus. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas pour des liaisons intimes, mais plutôt pour discuter de leur prochain voyage. Finalement, j'ai obtenu les détails cruciaux que je cherchais. Le numéro de vol et l'heure de départ. Alors que j'écoutais, l'excitation dans la voix de ma femme me portait sur les nerfs, alimentant une rage qui dépassait tout ce que j'avais connu. Bien que des pensées de violence m'aient brièvement traversé l'esprit, je les ai rapidement écartées. Au lieu de cela, je souhaitais une forme de punition plus durable. Une vie entière de misère pour eux deux. Dans mes fantasmes les plus sombres, j'envisageais de confronter ma future ex-femme sur son lit de mort, dans des décennies, savourant l'occasion de révéler comment j'avais saboté son voyage de rêve à Hawaï. J'imaginais le choc et le désespoir dans ses yeux lorsque je lui donnais le coup de grâce avant de m'éloigner, la laissant contempler la ruine que j'avais causée dans sa vie. Cette vengeance serait mon héritage, les hantant jusqu'à leur dernier souffle. Avec une détermination renouvelée, j'ai reconnu qu'il me restait une tâche cruciale à accomplir, bien qu'elle soit pleine de risques. Mon enquête m'a permis d'en savoir plus sur le caractère de Martin. Ma femme et moi partageons le même lieu de travail en tant qu'entraîneur personnel dans le même club de remise en forme. Et il s'est avéré qu'il avait l'habitude notoire d'avoir des relations avec des femmes mariées. Cette habitude était sur le point de s'éteindre d'une manière très désagréable. Martin résidait dans une copropriété voisine, non loin du centre de remise en forme. Prenant un risque calculé, j'ai décidé de le surveiller en prenant un jour de congé sous prétexte de régler des affaires personnelles avant notre prochain voyage d'affaires. Équipé d'un appareil photo numérique doté d'un puissant zoom, j'ai surveillé sa résidence pendant plusieurs heures. L'ensemble est banal, composé de modestes logements de 2 chambres à coucher. Il semble que ses voisins soient absents pendant la journée et qu'il n'y ait pas de caméra de surveillance en vue. Ce qui est une bonne chose, car ce que j'avais en tête devait être exécuté secrètement. Les nerfs me rongent lorsque je rencontre Will, sachant que ce que je m'apprête à lui demander constitue le plus grand risque de tout mon plan. Pourtant, en cas de succès, le jeu en vaudrait indéniablement la chandelle. Repérant Will à l'entrée du restaurant, je lui fis signe de s'asseoir à la table que j'avais choisie, un endroit isolé au fond, avec seulement une poignée de clients profitant d'un déjeuner tardif. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon frère », me salue Will en s'approchant. Alors, quelle est l'occasion de cette rencontre? Le temps a manifestement eu raison de Will, dont l'apparence ressemble à celle d'un figurant de The Walking Dead. Je n'ai pas perdu de temps, impatient d'aborder le sujet. Si Will ne pouvait pas m'apporter l'aide dont j'avais besoin, je devrais chercher d'autres moyens d'obtenir ce qui m'était demandé. Nous avons évoqué les souvenirs de nos années d'études, en particulier les fêtes légendaires que Will avait l'habitude d'organiser. Autrefois fêtard notoire, le poids de ses nuits sauvages l'avait manifestement rattrapé, le faisant vieillir bien au-delà de son âge. Sentant l'urgence de notre conversation, je suis allé droit au but et me suis adressé directement à lui. « Will, si je vous ai fait venir ici, c'est pour savoir si vous, ou quelqu'un de votre réseau, pourriez m'aider à acquérir des accessoires de fête pour un événement privé que je vais organiser. » Je lui ai tendu une liste. « Pouvez-vous m'aider ? Je suis tout à fait disposé à vous dédommager pour votre temps. » Alors que Will parcourait la liste, son choc initial s'est transformé en sourire. « Bien sûr, mec. On dirait que ça va être une sacrée fête. Y a-t-il une chance que je puisse inviter un vieux copain de fac ? » Soulagé par sa volonté de m'aider, j'acquiesce. Je suis soulagé de voir qu'il est prêt à m'aider, et j'acquiesce. Il suffit de me procurer ce que j'ai demandé, et je te donnerai les détails de la fête. Cool, mais je vais avoir besoin d'un peu d'argent d'avance pour sécuriser ces articles, a noté Will en regardant l'enveloppe que j'avais préparée. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant plusieurs milliers de dollars. Cela suffira-t-il ? Wow, vous préparez une sacrée fête, n'est-ce pas ? Cela suffira, et même plus, a-t-il répondu, impressionné. Quand avez-vous besoin de ce matériel ?
Je lui ai demandé de me retrouver la semaine suivante avec la marchandise, en insistant sur l'importance de la rapidité et de la communication. Après avoir échangé nos coordonnées, y compris le numéro de mon nouveau téléphone portable, nous avons quitté le restaurant. Notre affaire conclue. Il ne restait plus que 2 semaines avant mon départ, et le temps était compté, car ma femme et son amant prévoyaient de partir le lendemain de mon départ. J'avais rencontré avec succès Will, qui m'avait fourni tout ce que j'avais demandé. Il s'agissait maintenant de placer stratégiquement ces objets pour qu'ils ne soient pas découverts avant le moment opportun. 3 jours avant mon départ, je suis rentré tôt à la maison et j'ai trouvé la valise de ma femme méticuleusement préparée pour son escapade illicite. Avec une précision minutieuse, j'ai inséré quelques surprises dans ses affaires, dissimulées de manière à ne pas être détectées, même après avoir déballé et remballé. Après tout, ce n'est pas elle qui devait découvrir ces objets. L'étape suivante consistait à s'introduire dans la résidence de Martin, ce qui était beaucoup plus risqué. Si je connaissais ses horaires de travail, mon manque d'expérience en la matière me posait problème. Néanmoins, je me suis équipé d'un set de crochetage de serrure et d'un guide obtenu dans les profondeurs de l'Internet. Des séances d'entraînement sur diverses serrures à la maison et au travail m'avaient permis d'affiner mes compétences et d'acquérir une certaine confiance dans la réussite de cet aspect du plan. En début d'après-midi, j'ai informé mon patron que j'avais besoin d'une pause déjeuner prolongée. Très vite, je me suis retrouvé devant l'appartement de Martin, équipé de mon kit de crochetage de serrure. À ma grande surprise, j'ai réussi à forcer la serrure en un peu plus d'1 minute et à entrer rapidement. L'efficacité était primordiale. Je voulais accomplir ma mission rapidement et ne laisser aucune trace derrière moi. Vêtu de gants en latex, je me suis dirigé vers sa chambre à coucher, où j'ai découvert son sac prêt à partir. Comme je l'avais fait pour les affaires de ma femme, j'ai soigneusement ajouté quelques cadeaux de voyage qui laisseraient sans doute un souvenir impérissable à leur périple. Dans la cuisine, j'ai trouvé une boîte de café et j'ai profité de l'occasion pour poursuivre mes plans. Vidant le contenu dans un bol à mélanger, j'y insérais discrètement quelques sachets avant de remplir à nouveau la boîte et de la remettre dans sa position initiale. Satisfait que tout semblait intact, je sortis de la résidence de Martin et pris le chemin de la maison avec une seule tâche à accomplir. Quelques jours avant mon départ, j'ai contacté un ami qui avait un lien avec la TSA à l'aéroport. Armé de tous les détails pertinents concernant le vol de ma femme et de Martin, j'ai confié à mon ami le soin de diffuser l'information discrètement. Toutefois, j'ai insisté sur la nécessité de garder le plus grand secret sur la source de l'information. « Jasper, je dois te demander une faveur, mais il est impératif que tu gardes la source de cette information secrète, » lui ai-je dit, en lui donnant les détails du vol et le nom de Martin, en omettant l'identité de ma femme. Assuré de sa discrétion, Jasper m'a assuré qu'il transmettrait les détails à son cousin, laissant le reste entre leurs mains expertes. Avant de finaliser mes préparatifs, j'ai enlevé toute trace de matériel de surveillance et je m'en suis débarrassé discrètement. De plus, j'ai ajouté quelques surprises dans la voiture de Molly, afin de m'assurer que ses ennuis ne feraient que s'accroître lorsqu'elle serait découverte. La veille de mon départ, j'ai décidé de me livrer à quelques espiègleries aux dépens de ma femme. En rentrant du travail, j'ai délibérément pris un air sombre et je me suis assis, feignant la détresse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose au travail, me demande ma femme, l'inquiétude se dessinant sur ses traits. Il s'est en effet passé quelque chose. Les clients que nous devions rencontrer ont brusquement annulé nos rendez-vous. Il semble que je n'entreprendrai pas ce voyage et que l'entreprise manquera une importante opportunité de croissance. Ai-je répondu avec une indignation feinte. J'ai observé le choc et l'appréhension se dessiner sur son visage, confirmant mes soupçons qu'elle envisageait avec anxiété les moyens d'assurer mon départ pour pouvoir se livrer à ses escapades avec Martin à Hawaï. Ils ne peuvent pas quand même vous envoyer et essayer de sauver la situation avec les clients ? Après tout, vous et votre équipe avez investi beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet. Il serait dommage de voir tout ce travail gâché, suggère-t-elle,
provoquant involontairement mon ire en mentionnant la honte. Elle n'avait pas le droit de parler de telles choses, surtout si l'on considère ses propres actions. Réprimant un petit rire, je décidai de mettre fin à sa détresse. « Je te taquine, chérie. Le voyage est toujours d'actualité, ne t'inquiète pas, la rassurai-je. Le soulagement a envahi ses traits et elle m'a offert un sourire soulagé. « Tu m'as vraiment fait marcher pendant un moment? Alors tu as fait tes valises? » « Oui, juste quelques derniers articles à ajouter à mon bagage à main, et je serai prête à partir. Je vais te manquer terriblement pendant mon absence. Tu as prévu une soirée entre filles ou quelque chose comme ça? Je plaisante, luttant pour contenir ma colère. Non, rien de prévu. Je serai juste ici à attendre avec impatience le retour de mon mari aimant, répondit-elle, ces mots me faisant presque éclater de rire, si ce n'était pour la rage bouillonnante qui couvait sous la surface. Le lendemain, ma femme m'a conduit à l'aéroport pour mon départ. Avant de me séparer, je l'ai serrée contre moi pour un long baiser passionné, sachant que ce serait le dernier que nous partagerions. Avec un sentiment de finalité, je lui ai fait mes adieux, et j'ai rejoint le reste de mes collègues à bord de l'avion. Le voyage s'est déroulé sans incident, et, une fois arrivé à destination et installé à l'hôtel, j'ai appelé la maison en utilisant le téléphone de la chambre d'hôtel. Ne recevant pas de réponse, j'ai laissé un message soigneusement rédigé, feignant la détresse. « Chérie, j'ai fait une erreur stupide. J'ai laissé mon téléphone dans le taxi et je ne pourrai pas te joindre tant qu'il ne m'aura pas été rendu ou remplacé. Si tu as besoin de me contacter, laisse un message à la réception et je te rappellerai dans la soirée. » Bien sûr, je n'avais pas vraiment oublié mon téléphone, c'était un stratagème délibéré pour éviter ces appels. Le lendemain, j'ai veillé à ce que mon téléphone reste éteint pendant mes réunions avec les clients, afin d'éviter toute interruption. De retour à la chambre d'hôtel, j'ai vérifié s'il y avait des messages, mais je n'en ai trouvé aucun, ce qui m'a amené à penser que ces appels avaient peut-être été interceptés par le service de sécurité de l'aéroport. Comme les réunions se poursuivaient, dépassant même nos succès initiaux, nous avons terminé plus tôt que prévu et sommes rentrés à l'hôtel. En consultant les messages sur le téléphone de la chambre d'hôtel, j'ai noté un message de ma femme, un autre de son père et un troisième, surprenant, d'un agent de la DEA, ce qui m'a valu un sourire satisfait. En me tournant vers mon téléphone portable, j'ai découvert plusieurs messages qui attendaient mon attention. En écoutant les messages sur le téléphone de l'hôtel, j'ai maintenu une façade d'inquiétude alors que j'absorbais les nouvelles bouleversantes. L'appel à l'aide de ma femme, en larmes, a résonné dans le combiné, tirant sur mes cordes sensibles malgré ma satisfaction intérieure. Après son message, la voix de mon futur ex-beau-père a grésillé sur la ligne, transmettant l'urgence de l'arrestation de ma femme et le besoin désespéré de ma présence. Enfin, le ton sévère de l'agent de la DEA a traversé l'air, détaillant la gravité de la situation entourant les accusations liées à la drogue de ma femme. Malgré ma joie intérieure, je dissimulais mes véritables émotions derrière un masque de sérieux, conscient de la nécessité de préserver les apparences auprès de mes collègues. Le plan s'était déroulé sans accroc jusqu'à présent, mais je comprenais l'importance de feindre le choc et l'inquiétude pour éviter que les soupçons ne pèsent sur moi. Le lendemain matin, j'ai contacté mon patron, faisant vaguement allusion à une affaire familiale urgente, sans donner de détails. Il m'a gracieusement accordé un congé pour m'occuper de l'urgence, en insistant sur l'importance de mon retour rapide pour finaliser nos accords avec les clients. Sans tarder, j'ai pris le premier vol pour rentrer chez moi, impatient de mettre en œuvre la prochaine phase de mon projet. Dès l'atterrissage, j'ai récupéré mon téléphone portable perdu et j'ai composé le numéro de mon beau-père, prêt à jouer mon rôle dans le drame qui se jouait. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu votre message, mais je n'arrive pas à le comprendre. Molly a été arrêtée pour trafic de drogue? C'est absurde. Elle n'a jamais été impliquée dans la drogue. Où cela s'est-il passé? Au club de sport? » J'interviens, bien que je connaisse déjà la réponse. Non. Elles voyageaient avec une amie à Hawaï, et elles ont été arrêtées à la sécurité. On a trouvé des drogues illégales en sa possession,
et en celle de son ami, a répondu son père, la voix chargée d'embarras. Attendez une minute. Elle m'a dit qu'elle serait à la maison, qu'elle n'avait rien de prévu. Qui est cette amie avec laquelle elle était censée aller à Hawaï? Je parie qu'une de ses petites amies l'a convaincue, ce qui a conduit à ce gâchis. Ai-je spéculé? Ma frustration augmentant. Son père hésite avant de répondre. Non, ce n'était pas avec une de ses petites amies. L'important, Thomas, c'est qu'elle a des problèmes et qu'elle a besoin de notre aide. Elle t'aime, et je sais que tu l'aimes. Alors, je l'interromps brusquement, incapable de contenir mon amusement. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, papa? Avec qui voyage-t-elle? J'ai demandé, savourant le moment. Il y eut une pause avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge d'un air mal à l'aise. Elle voyageait avec un homme, Martin quelqu'un. Il a également été arrêté, mais... Alors laissez-moi comprendre, l'interrompis-je une fois de plus, le ton incrédule. Ma femme, votre fille, s'envolait pour Hawaï avec un autre homme pendant que je travaillais dur pour subvenir à nos besoins, et elle finit par se faire arrêter pour possession de drogue. C'est ce que vous me dites? Oui, malheureusement, c'est ce que je vous dis, a-t-il confirmé à contre-cœur. Après un silence prolongé, j'ai enfin pris la parole, d'un ton ferme et résolu. D'accord, je dois d'abord parler à son avocat, puis à cet agent de la DEA, et enfin à elle directement. Une fois que ce sera fait, nous réévaluerons la situation. Mais il vaudrait mieux qu'elle ait une sacrée bonne explication sur la raison pour laquelle elle prévoyait de s'envoler pour Hawaï avec un autre homme, et pourquoi la drogue était impliquée. Sans attendre de réponse, j'ai mis fin à l'appel de manière abrupte. En arrivant chez moi, j'ai découvert une avalanche de messages qui attendaient mon attention. Après avoir écouté chacun d'entre eux, j'ai noté le message attendu concernant mon téléphone portable égaré, suivi d'une série de messages de Molly me suppliant de la contacter pendant mon voyage d'affaires. De nombreux messages de son père et de son avocat exigeaient également mon attention immédiate. J'ai rapidement pris contact avec l'avocat, fixant un rendez-vous pour le lendemain matin, puis j'ai contacté l'agent DeFranco de la DEA, acceptant de le rencontrer à son bureau du centre-ville plus tard dans l'après-midi. Après un nettoyage hâtif, je suis parti, l'esprit en ébullition, me demandant si j'avais bien couvert mes traces pour éviter toute répercussion. En un rien de temps, je me suis retrouvé assis dans ce qui semblait être une salle d'interrogatoire. L'agent DeFranco entrant avec un dossier à la main. « Je suis heureux que vous ayez pu venir. J'ai quelques questions concernant votre femme sur lesquelles j'espère que vous pourrez m'éclairer. » a-t-il déclaré en jetant un coup d'œil sur le contenu du dossier. Je peux vous assurer que ma femme n'a jamais été impliquée dans la drogue. Depuis que je la connais, elle n'a jamais touché à quoi que ce soit d'illégal. Elle est professeure de yoga, pour l'amour de Dieu. Pourquoi serait-elle mêlée à la drogue? Je maintiens ma position, en ajoutant une touche d'indignation à mon ton. Mais l'agent DeFranco ne se laisse pas décontenancer. Les gens font des choix stupides pour diverses raisons, a-t-il répondu, toujours concentré sur sa paperasse. Saviez-vous que votre femme avait l'intention de se rendre à Hawaï avec cet homme, Martin? Elle a prétendu qu'il n'était qu'un ami, mais Martin insiste sur le fait qu'il s'embarquait pour une escapade romantique. Le connaissez-vous? Étiez-vous au courant de son infidélité? Ou de la drogue? Son regard me transperce, exigeant des réponses. Prenant un moment pour me ressaisir, je réponds calmement. Je n'avais aucune idée de tout cela jusqu'à ce que je parle à mon beau-père plus tôt dans la journée. Mais j'ai du mal à y croire. Elle a dû être manipulée. C'est une trop bonne personne pour être impliquée dans de telles choses. J'avançais prudemment, ne voulant pas donner l'impression que j'étais impliqué. Je savais que l'agent DeFranco était doué pour détecter les tromperies. Alors j'ai choisi mes mots avec soin. Il soupira, l'air grave. Malheureusement, il semble que vous n'étiez pas au courant. Votre femme avait en effet une liaison avec un trafiquant de drogue. Nous avons déjà procédé à une perquisition dans ses locaux, ce qui nous a permis de découvrir d'autres preuves. Bientôt, nous effectuerons également une perquisition à votre domicile. Vous pouvez choisir de coopérer et de nous autoriser l'accès, ou nous obtiendrons un mandat. Quoi qu'il en soit, nous procéderons à la perquisition sous peu.
Malgré les conseils que son avocat lui aurait probablement déconseillés, j'ai accepté la perquisition de notre domicile. Cela m'a semblé être une décision stratégique pour me protéger, en montrant ma transparence et mon absence d'intention de dissimuler quoi que ce soit. Rapidement, la maison a été envahie par des agents de la DEA et du FBI, accompagnés de 2 de leurs compagnons canins, qui passaient méticuleusement nos affaires au peigne fin. Ils ont confisqué quelques objets, dont des boîtes de pilules, de l'armoire à pharmacie. Le lendemain, lors de ma rencontre avec l'avocat de Molly, j'ai raconté ma rencontre avec DeFranco et la fouille qui s'en est suivie. Sa réaction n'a pas été des plus heureuses. Si vous êtes à nouveau approché par des représentants des forces de l'ordre, je dois insister pour être présent avant que vous ne fournissiez la moindre réponse. Est-ce bien clair ? A-t-il demandé fermement, ce à quoi j'ai acquiescé en silence. De plus en plus frustré, j'ai affirmé qu'une chose soit bien claire. J'exige de connaître tous les détails qui ont conduit à l'arrestation de ma femme. Tout ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est qu'elle était sur le point d'embarquer pour Hawaï avec cet homme, Martin. Si vous ou elle attendez mon aide, quelqu'un devrait commencer à divulguer comment cette situation s'est déroulée. Ai-je été assez clair ? Sa réponse est évasive. Vous savez que je ne peux pas discuter du cas de votre femme avec vous. Sur ce, je suis sorti brusquement de la pièce. Plus tard, j'ai visité la prison où Molly était détenue et j'ai demandé à la voir. J'ai assisté à son arrivée dans une salle remplie de plusieurs autres détenus qui rencontraient leurs familles ou leurs avocats à des tables rondes en métal boulonnées au sol. Vêtue d'une combinaison de prison orange, sans maquillage, les cheveux ramenés à la hâte en une queue de cheval ébouriffée, elle semblait complètement épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je suis si contente que tu sois là, bébé !» s'est-elle écriée lorsque je me suis approché d'elle. J'étais sur le point de la prendre dans mes bras lorsqu'un garde est intervenu, interdisant tout contact physique. Ses larmes ont coulé encore plus librement à cause de cette restriction. « C'est bon, nous allons régler ce problème », l'ai-je rassuré stoïquement. « Mais pour l'instant, j'ai besoin d'entendre ta version de l'histoire. Comment t'es-tu retrouvé sur le point de t'envoler pour Hawaï avec ce type ?» Elle continue de sangloter. « Thomas, je suis tellement désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. »« C'est donc vrai, » ai-je déclaré sans embâge. « Tu avais une liaison avec ce type, Martin, ce trafiquant de drogue. Comment as-tu pu ? Tu n'étais pas heureux avec moi ? Tu ne m'aimais pas ? Je ne comprends pas. Toi et lui, en plus de la drogue, à quoi pensais-tu ? » J'ai attendu, sachant qu'elle n'avait pas de réponse. « S'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je t'ai toujours aimé. Ce n'était qu'une fois, ça ne signifiait rien pour moi. Peux-tu trouver dans ton cœur la force de me pardonner ?» plaide-t-elle désespérément. Je l'ai regardée en silence pendant un long moment avant de répondre. « J'aurais pu envisager le pardon, mais tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux. Il n'y a plus de pardon pour toi. Quand je partirai d'ici, je contacterai un avocat spécialisé dans les divorces. Toutes les serrures de la maison seront changées et tes affaires seront envoyées chez tes parents. Tu ne fais plus partie de ma vie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et dis à ton avocat de ne pas m'utiliser comme témoin de moralité parce que je n'aurai rien de positif à dire sur toi. Au revoir, Molly. J'espère que les choses vont s'arranger pour toi. » Malgré ses protestations et ses supplications, j'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai pas perdu de temps. Immédiatement après avoir quitté la prison, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à emballer les affaires de Molly. Le lendemain, j'ai fait changer toutes les serrures pour qu'elle ne puisse plus entrer dans la maison. J'ai également pris rendez-vous avec une société de sécurité pour installer un système haut de gamme la semaine suivante. Quelques jours plus tard, la plupart de ses affaires étaient emballées, prêtes à être envoyées chez ses parents. Malgré les tentatives persistantes de Molly pour me joindre et parler, j'ai ignoré ses appels. En ce qui me concerne, elle pouvait aller se faire voir. Une fois les choses rentrées dans l'ordre à la maison, j'ai repris le travail et, à ma grande satisfaction, nous avons réussi à signer avec les principaux clients que nous recherchions. Peu après, j'ai été promu et j'ai reçu une augmentation de salaire correspondante.
Le divorce de Molly s'est avéré relativement simple, avec un partage équitable 50-50, sans pension alimentaire, à charge pour elle de couvrir ses frais de justice liés à l'arrestation pour usage de stupéfiants. Elle a continué à essayer de me contacter, mais j'ai préféré garder mes distances. Au tribunal, les preuves contre Molly étaient si accablantes que son avocat lui a conseillé d'accepter un accord de plaidoyer pour une peine plus courte. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas contente. Martin, quant à lui, s'est vigoureusement battu pour prouver son innocence, mais il a finalement été condamné à 15 ans de prison. Molly a été condamnée à une peine de 5 ans, ce qui a marqué la fin d'un chapitre tumultueux de ma vie. Le jour de la condamnation de Molly, elle a demandé à me rencontrer une dernière fois avant de commencer son séjour derrière les barreaux. Malgré mes réserves, j'ai accepté et nous nous sommes retrouvés dans le bureau de son avocat 1 heure avant sa comparution devant le tribunal. Molly avait les yeux gonflés par les pleurs et me regardait, la voix tremblante d'émotion. « Thomas, il faut que tu saches que Martin n'était rien pour moi. C'est toujours toi que j'ai aimé et que je continuerai d'aimer. Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé de la sorte. Cela n'a jamais été mon intention. J'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. » En écoutant son plaidoyer, mon cœur se serra de tristesse et de frustration. « Molly, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Était-ce l'ennui? N'ai-je pas réussi à te satisfaire au lit? Ou était-ce l'attrait de l'excitation interdite? Qu'est-ce qui t'a poussé à détruire notre mariage de la sorte ?» Ma voix portait le poids de la déception. Elle marqua une pause, luttant pour trouver les mots. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'était l'excitation de faire quelque chose de mal, mais je t'ai toujours aimé. Manifestement, ton amour n'a pas suffi à empêcher cette trahison. » Ai-je répondu, le ton lourd de désillusion. « J'espère que c'est la dernière fois que je suis confronté à toi, et je ne veux plus jamais te voir ni entendre parler de toi. Profite de ton séjour en prison pour réfléchir aux conséquences de ta recherche d'excitation au détriment de tout ce que nous avions. J'imagine que tu trouveras beaucoup d'excitation derrière les barreaux, surtout quand les détenus te verront. » Mes paroles étaient teintées d'amertume, et les larmes de Molly ont pris une nouvelle dimension, teintée de peur. Dans les années qui ont suivi, l'entreprise a connu une croissance significative et j'ai progressivement gravi les échelons jusqu'à un poste de vice-président. Lorsque l'occasion s'est présentée de diriger notre bureau de New York, je l'ai saisi avec enthousiasme, faisant mes adieux à mon ancienne vie et déménageant à Manhattan. J'ai vendu ma maison et me suis installé dans un appartement en ville. Tout au long de ces années, les tentatives de contact de Molly ont persisté, marquées par des lettres occasionnelles que je renvoyais rapidement sans les ouvrir. J'étais résolu à laisser ce chapitre de ma vie derrière moi et à aller de l'avant. 7 années se sont écoulées et la vie à New York m'a bien traité. Satisfait de mon statut de célibataire, je profitais de la compagnie de différentes femmes, passant par de brèves relations sans avoir l'intention de me fixer. Un jour, alors que j'étais assis dans mon bureau, j'ai reçu un appel du hall d'entrée m'informant qu'une femme nommée Molly attendait de me parler. J'ai demandé à mon assistante, Mary, de faire monter Molly sous escorte, tout en demandant discrètement à la sécurité de se tenir prête. En remettant une note à Mary, je lui ai demandé de m'appeler peu après l'arrivée de Molly. Quelques instants plus tard, Molly est entrée dans mon bureau, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les années ont creusé des rides sur son visage et son aura, autrefois vibrante, semble s'être affaiblie. Son apparence était fatiguée et ses vêtements, bien qu'élégants, évoquaient une époque révolue. Je la regardais d'un œil détaché, sans aucune réaction émotionnelle. « Qu'est-ce que tu veux, Molly ?» ?»« Thomas, je dois m'expliquer. Je n'avais pas connaissance des drogues trouvées dans mes sacs. Martin a dû les placer sans que je m'en rende compte. Je ne suis pas impliqué dans la drogue, tu dois me croire, plaide-t-elle. Molly, tu as brisé notre mariage pour une liaison éphémère, en me trompant depuis le début. Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Qu'est-ce qui te pousse à me chercher et à me raconter encore une fois des bobards? J'ai demandé, le ton teinté de scepticisme. Tu ne comprends pas.
Je t'aime toujours. Je veux que nous soyons à nouveau ensemble, a-t-elle imploré, la voix brisée par l'émotion. Avant qu'elle ne puisse continuer, le téléphone sur mon bureau a sonné et je l'ai mis sur haut-parleur. Oui, Mary. Qu'est-ce qu'il y a? Léona a appelé pour confirmer que tu devais prendre 4 billets pour le vernissage, car ses parents viennent en ville et veulent te rencontrer, m'a dit Mary. Dis-lui que j'achèterai 4 billets. Renseigne-toi aussi sur l'endroit où ses parents logent. J'aimerais envoyer une 12aine de roses à sa mère. Lui ai-je dit en concluant l'appel et en me retournant vers Molly. Tu disais? Les yeux de Molly se sont remplis de larmes. Qui est Léona? Juste quelqu'un que j'ai vu. Mais ce n'est pas la question. Vous n'êtes pas ici pour discuter de ma vie privée, ai-je répondu froidement. Tu as dit que tu m'aimais toujours. J'apprécie ce sentiment, mais laissez-moi être clair, je n'ai plus de sentiment pour vous. Ce bateau a coulé le jour où j'ai appris ton arrestation et tes projets avec Martin. Ta trahison a mis fin à l'amour que j'avais pour toi. Maintenant, s'il vous plaît, partez et ne revenez pas. Tu comprends? Mais je jure que je n'ai rien à voir avec ces drogues. J'ai été piégé. Martin, adieu. Je l'ai interrompu en frappant du poing sur le bureau. Molly, arrête de mentir. Tu m'as trompé et tu me mens encore en face. Je ne te crois pas et je ne veux plus entendre d'excuses. Il est temps pour toi de partir et j'ai demandé à la sécurité de s'assurer que tu ne reviennes pas. Vous comprenez? J'ai demandé sévèrement. Elle acquiesça silencieusement, tes larmes coulant sur son visage. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, où les agents de sécurité l'attendaient pour l'escorter hors du bâtiment. Une fois qu'elle fut partie, Mary entra dans la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai juste fait mes adieux, et lui ai souhaité de passer un bon moment. Ai-je répondu avec un sourire en coin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!